Giovanni Battista Piranesi a laissé un héritage qui déconcerte même les historiens de l'art les plus chevronnés. Ces gravures, représentant des ruines antiques, sont exécutées avec une telle incroyable minutie que, en les regardant, on a l'impression tenace d'avoir affaire à une technique photographique de haute précision. Pourtant, nous parlons d'une époque où l'invention de l'appareil photo était encore éloignée d'un siècle, et où les principaux outils pour fixer la réalité étaient la plume-doigt, le fusain et l'œil humain. Ce paradoxe soulève une question légitime. D'où un artiste du XVIIIe siècle tenait-il une telle précision surnaturelle? Chaque fissure dans la pierre, le jeu complexe de l'ombre et de la lumière, la texture des matériaux, tout cela ne ressemble pas à une interprétation artistique, mais à un document technique, sec et impartial. Il existe une hypothèse selon laquelle ces œuvres ne sont pas simplement le fruit de l'imagination d'un graphiste talentueux, mais la trace d'une technologie ancienne, aujourd'hui perdue, qui permettait de fixer l'image avec une fidélité optique absolue. L'histoire officielle de l'art classe Piranesi, tout comme ses célèbres contemporains Hubert Robert et Giovanni Paolo Panini, dans le genre des ruinistes, des peintres dont les paysages sont considérés comme des caprices fantaisistes destinés à romantiser le déclin d'un grand empire. On a coutume de les qualifier de rêveurs ayant créé de majestueux décors. Mais si l'on accepte cette version, il devient totalement incompréhensible que les chercheurs modernes trouvent des correspondances effrayantes entre ces fantaisies et des objets réels. Lorsque nous comparons les gravures avec les édifices qui ont survécu jusqu'à nos jours, il s'avère que Piranesi n'inventait pas, il documentait. Les proportions, la perspective et les moindres éléments architecturaux sont rendus avec une scrupuleuse précision d'ingénieur. De plus, beaucoup des objets qu'il a représentés existent encore aujourd'hui, bien que leur état ait changé au fil des siècles, ce qui ne fait que confirmer le statut des gravures en tant que témoignages historiques. Cependant, le plus intéressant ne réside pas dans la manière dont ces bâtiments ont été dessinés, mais dans la manière dont ils ont été construits. Sur les images, nous voyons des traces d'abandon et de destruction qui suggèrent un cataclysme global ayant frappé cette région bien avant l'apparition de l'artiste avec son carnet de croquis. Nous n'avons pas simplement sous les yeux de vieux bâtiments, mais les traces d'une civilisation possédant des technologies de traitement de la pierre inaccessibles à la compréhension dans le cadre du modèle historique traditionnel. D'énormes blocs sont ajustés les uns aux autres avec une précision de joaillier. Les ornements passent d'une dalle à l'autre sans le moindre décalage, et la qualité du polissage des surfaces fait douter que cela ait pu être réalisé à la main par une foule d'esclaves munis de burins primitifs. Les ouvrages eux-mêmes, arches, murs, monuments, semblent étrangers aux personnes représentées à leur côté. Les figures sur les gravures, vêtues de vêtements simples, parfois en haillons, semblent être des passants accidentels, ou des habitants ayant colonisé des ruines à la création desquelles ils n'ont pris aucune part. Cette architecture a manifestement été créée par quelqu'un d'autre, et pour des objectifs totalement différents, comme en témoignent les dimensions gigantesques des portes et la hauteur des plafonds, calculées comme pour des êtres d'une autre stature. La solidité de ces constructions est telle que même après des siècles de développement urbain dense et d'éventuelles catastrophes naturelles, elles continuent de tenir debout, tandis que les bâtiments plus tardifs se délabrent et disparaissent. Il semble que ces objets mégalithiques aient été soumis à l'action d'une force destructrice puissante, dont la nature nous est inconnue, mais même elle n'a pas pu les effacer complètement de la surface de la Terre. Nous voyons les preuves de l'existence d'une pensée technique hautement développée, des plans complexes, des calculs de charges, une logistique de livraison de matériaux de plusieurs tonnes. Tout cela faisait partie d'un processus de production qui a ensuite été interrompu. La version officielle selon laquelle des barbares auraient détruit ces complexes grandioses avec des bâtons et des pierres semble de moins en moins convaincante lorsqu'on examine de près les murs à la maçonnerie parfaite. En étudiant attentivement les éléments architecturaux immortalisés sur les gravures et en les comparant à la réalité, la version officielle de l'histoire commence à craquer de toutes parts, telle une vieille maçonnerie sous la pression du temps. Nous sommes confrontés à un niveau de traitement des matériaux qui contredit résolument les idées reçues sur les outils primitifs du passé.
Les blocs de travertin et de marbre qui composent ces constructions monumentales sont ajustés les uns aux autres avec une précision si phénoménale qu'il est impossible de glisser même une lame de couteau entre eux. Les joints sont pratiquement invisibles, créant l'illusion d'un monolithe. De plus, des ornements et bas-reliefs complexes passent souvent d'un bloc de plusieurs tonnes à l'autre sans le moindre décalage ni distorsion du dessin. Cela témoigne du fait que soit la structure était d'abord assemblée, puis polie et décorée comme un tout unique, soit les pièces étaient fabriquées avec une précision mécanique excluant les erreurs, même de l'ordre d'une fraction de millimètre. Imaginez qu'un tel résultat ait été obtenu par la force brute, des burins et des marteaux entre les mains d'esclaves non qualifiés est extrêmement difficile. On voit ici la trace d'une production hautement organisée, de calculs d'ingénierie et de technologies permettant de manipuler avec aisance des roches dures. L'exemple d'une telle architecture indestructible peut être le célèbre arc de Janus à 4 faces ou la pyramide de Cestius, qui sont présents sur les images anciennes et ont survécu jusqu'à nos jours. L'arche, autour de laquelle s'est développé aujourd'hui un dense tissu résidentiel, se dresse aussi inébranlable qu'il y a des siècles. La qualité de son exécution est telle que les siècles et les conditions météorologiques n'y ont laissé pratiquement aucune trace d'érosion, caractéristique des constructions de moindre qualité. La pyramide située à Rome est quant à elle la preuve directe d'une imbrication étroite des cultures et des technologies, dépassant la simple imitation du style égyptien. Ce n'est pas une copie décorative, mais un ouvrage mégalithique à part entière, érigé selon les mêmes principes d'éternité que les complexes du plateau de Gizeh. Un contraste particulièrement dissonant naît entre la majesté de ces ruines et les gens qui les peuplent sur les gravures. Les figures errant parmi les colonnes colossales et les débris de corniches semblent être des éléments totalement étrangers. Ce ne sont ni les bâtisseurs ni les maîtres de ces palais. Ils ressemblent à des réfugiés ou à des survivants arrivés sur les cendres d'une autre civilisation plus grande. Les artistes les représentaient en haillons, occupés à chercher quelque chose dans la terre ou simplement assis sans but au pied de murs dont l'échelle écrase l'homme. La hauteur des portes, la taille des marches et des statues, tout cela est calculé pour des géants, et non pour les gens ordinaires qui se blottissent à l'ombre de ces monuments. Le sentiment que ces locataires utilisent simplement les restes de la grandeur passée pour leurs besoins domestiques, sans comprendre la véritable destination des bâtiments, se renforce à chaque image examinée. Il est impossible d'ignorer la nature des dommages. On nous dit que les barbares ont détruit les villes antiques, mais pour infliger de tels dégâts à des bâtiments conçus par des ingénieurs de premier ordre, la simple envie de casser ne suffit pas. On ne peut pas détacher un morceau de granit pesant plusieurs tonnes d'un coup de bâton. Les destructions fixées sur les gravures et visibles aujourd'hui ressemblent plutôt aux conséquences de l'action d'une énergie colossale, presque élémentaire, qui a littéralement déchiré la maçonnerie et éparpillé les blocs comme des jouets. Cependant, même cette force n'a pas pu détruire complètement les traces des anciens architectes. Le plus intriguant dans ces paysages n'est pas seulement ce qui se dresse en surface, mais la manière dont ces bâtiments interagissent avec le sol. En regardant les proportions des édifices, il devient évident qu'une partie importante d'entre eux est cachée à la vue. Ce ne sont pas simplement des fondations s'enfonçant en profondeur, ce sont des étages entiers, des fenêtres et des portes qui se sont retrouvés ensevelis sous une épaisse couche de terre. Le niveau du sol sur les gravures, tout comme dans la Rome moderne, se trouve à une hauteur anormale, cachant les parties inférieures des bâtiments qui devaient manifestement être hors sol. Ce fait nous amène à penser que ces villes n'ont pas simplement été abandonnées, mais qu'elles ont survécu à un événement global qui a modifié le paysage lui-même. En regardant les panoramas antiques immortalisés par les maîtres du XVIIIe siècle, l'attention est inévitablement attirée par un détail étrange mais omniprésent, le niveau non naturel du sol. Ce n'est pas simplement une couche de poussière ou de déchets accumulés au fil des siècles, mais une couche de terre de plusieurs mètres qui a littéralement englouti les étages inférieurs des bâtiments, les bases des colonnes et les piédestaux des monuments. Si l'on considère ces images comme une documentation exacte de la réalité et non comme une fiction artistique, alors se dresse devant nous le tableau des conséquences d'un désastre majeur.
Les fenêtres, initialement conçues pour l'accès à la lumière et à l'air, se sont retrouvées à moitié ou totalement sous terre, se transformant en ouvertures inutiles menant dans l'épaisseur de l'argile. Les arches de porte, calculées pour une entrée solennelle, sont devenues si basses qu'un homme doit se courber pour pénétrer à l'intérieur. Ce phénomène, souvent ignoré dans les descriptions classiques, suggère que nous observons non pas le résultat d'une accumulation progressive de la couche culturelle, mais les conséquences d'un événement soudain et catastrophique. On a l'impression que les célèbres ruinistes, tels que Piranesi, Hubert Robert et Panini, agissaient non pas en tant que romantiques chantant le déclin, mais en tant que chroniqueurs d'un monde post-apocalyptique. Ils fixaient une réalité où des villes magnifiques se sont retrouvées ensevelies sous des dépôts de terre, apportés peut-être par une vague géante ou une coulée de boue. Toutes les ruines et anciennes constructions de Rome sur leurs gravures sont plongées dans cette couche à une profondeur correspondant aux fouilles archéologiques modernes. Les obélisques et les pyramides, qui s'élèvent au-dessus du niveau actuel des rues, se trouvent aux mêmes endroits sur les gravures, mais leurs bases sont cachées, ce qui confirme que le niveau actuel de la Terre est bien plus haut que celui sur lequel ces ouvrages ont été érigés initialement. Cela change la perception de toute la chronologie. La catastrophe ne s'est pas produite à des époques géologiques immémoriales, mais à une époque historique dont les artistes d'un passé récent ont saisi les traces. Cette dissonance se manifeste de manière particulièrement éclatante dans la représentation des gens. Les habitants des ruines, fixés sur les gravures, paraissent minuscules et perdus sur fond d'ouvrages cyclopéens. Ce ne sont manifestement pas les descendants des grands bâtisseurs capables d'ériger des pyramides et d'ajuster parfaitement des blocs de granit. C'est plutôt une population venue d'ailleurs, survivant sur les débris d'une grandeur étrangère. Ils semblent infirmes, vêtus de haillons, errant parmi les débris géants à la recherche de quelque chose d'utile ou existant simplement à l'ombre de murs dont la destination leur est probablement incompréhensible. Leur mode de vie est primitif. Ils construisent de frêles annexes en bois contre les majestueux murs de pierre, font sécher leur linge sur des débris de statues et utilisent les salles des anciens temples comme enclos pour le bétail. Ce contraste entre le très haut niveau technologique du passé et le déclin du présent, fixé par l'artiste, hurle la rupture de continuité des civilisations. De plus, la nature des destructions des bâtiments eux-mêmes soulève de nombreuses questions. L'histoire officielle met tout sur le compte des invasions barbares. Pourtant, la nature des dommages indique autre chose. Les barbares pouvaient brûler les planchers en bois ou voler les décorations, mais détruire des constructions en pierre monolithique, éparpiller des blocs de plusieurs tonnes comme des cailloux, n'est à la portée que d'éléments d'une puissance incroyable ou d'une arme dont le principe de fonctionnement nous est inconnu. Nous voyons des morceaux de murs arrachés, des colonnes fendues et des voûtes effondrées qu'il est impossible de briser à la main, même en disposant de milliers d'esclaves avec des pioches. Ce sont les traces d'un cas de force majeure globale qui a effacé de la surface de la Terre une culture hautement développée, ne laissant qu'un squelette de pierre, qui a par la suite été peuplé par des gens ne possédant pas une fraction de ses connaissances. Piranesi, en substance, a documenté l'agonie du monde antique, mais il l'a fait avec une précision si effrayante que ses œuvres sont devenues bien plus que de l'art. Elles sont devenues des plans détaillés d'une scène de crime à l'échelle planétaire. Pour rendre chaque fissure, chaque nuance de la texture de la pierre et chaque ombre dans ces labyrinthes sombres et ensevelis sous la terre, l'artiste avait besoin d'un outil dépassant les capacités de l'œil et de la main humaine. Un simple talent de dessinateur n'aurait pas suffi ici. Le secret de son incroyable réalisme, frisant le photographique, réside dans une technique unique, où le rôle principal n'était pas joué par le pinceau et les peintures, mais par le métal et l'acide corrosif. Pour résoudre l'énigme de la précision surnaturelle de ces images, il est nécessaire de s'éloigner des théories mystiques et de se plonger dans la dure réalité de l'atelier de l'artiste, rempli d'odeurs de vernis, de métal et de vapeur âcre. Ce que le spectateur moderne prend pour le résultat du travail d'instruments optiques ou de technologies photographiques perdues est en réalité le sommet du développement de la technique de l'eau forte, une variété de gravure en taille douce que Piranesi a transformée en véritable alchimie.
Ce n'est pas un simple dessin à la plume sur papier, où l'on peut effacer ou repeindre une erreur. C'est une lutte sans compromis avec la matière, où l'image naît du résultat d'une réaction chimique de corrosion du métal par l'acide. Le processus de création de ces chefs-d'œuvre de gravure était incroyablement laborieux et exigeait non seulement un génie artistique, mais aussi une pensée d'ingénieur. D'abord, la plaque de cuivre était recouverte d'une couche de vernis résistant à l'acide. Ensuite, l'artiste, armé d'une pointe d'acier effilée, griffait littéralement cette couche, mettant le métal à nu. Chaque mouvement devait être calibré, car la pointe ne pardonne pas les imprécisions. C'est ici que réside le secret de cette vivacité et de cette dynamique presque d'esquisse qui distingue l'eau forte de la gravure au burin, plus rigide et sèche. La pointe glisse sur le vernis avec la légèreté d'une plume, permettant au maître de créer des enchevêtrements de lignes complexes, imitant les fissures dans la pierre, la texture du plâtre qui s'effrite ou la végétation luxuriante qui envahit les ruines. Cependant, la véritable magie commençait plus tard, lorsque la plaque préparée était plongée dans un bain d'acide nitrique. Le liquide commençait à ronger le cuivre uniquement aux endroits où le vernis avait été ôté par la pointe. La profondeur et la largeur de la future ligne sur l'impression dépendaient exclusivement du temps de séjour de la plaque dans l'acide. Piranesi a porté cette étape à la perfection en utilisant la méthode de la morsure à plusieurs degrés. Il sortait la plaque, recouvrait de vernis les zones qui devaient rester claires et fines, par exemple l'arrière-plan ou les nuages, et replongeait le métal dans l'acide pour renforcer les ombres et rendre les lignes du premier plan profondes et saturées. Ce processus pouvait être répété de nombreuses fois, créant sur la feuille de cuivre plane un véritable relief. C'est précisément cette complexité multicouche qui permettait d'obtenir un effet de volume incroyable et de perspective atmosphérique. Des milliers de traits, s'entrecroisant sous différents angles, créaient une noirceur d'ombre dense et veloutée, d'où émergeaient, comme sous les rayons d'un projecteur, les détails éclairés de l'architecture. Par la suite, lors de l'impression, les creux étaient remplis d'encre et sous la pression colossale de la presse, le papier humide aspirait littéralement le pigment des sillons métalliques. Ainsi naissaient des images avec un contraste et une densité de détails inaccessibles au dessin ordinaire. Piranesi utilisait cet arsenal technique pour imiter la matérialité tangible du monde. Sa pierre semble lourde et froide, et son marbre lisse et éternel. L'artiste ne copiait pas simplement le visible, il mettait en scène la lumière et l'ombre, transformant les ruines en décors de théâtre grandiose. Dans sa célèbre série Les Prisons, cette technique a atteint son apogée, créant une sensation d'infini et de claustrophobie simultanée, où les escaliers ne mènent nulle part et où les voûtes fuient vers une hauteur effrayante. Ce n'était pas une copie mécanique de la réalité par camera obscura, mais une recréation maniaque de la texture du monde par la chimie et la physique. Il forçait l'acide à travailler pour l'éternité, gravant la mémoire d'un grand passé dans le métal. Une telle scrupulosité et un tel dramatisme dans la présentation ont joué un rôle inattendu. Les gravures ont cessé d'être de simples feuilles de collection pour devenir un outil d'influence très puissant. L'image de la Rome majestueuse et monumentale créée par Piranesi s'est avérée si convaincante et contagieuse qu'elle a franchi les frontières de l'Italie et a commencé à façonner les goûts et les ambitions des dirigeants les plus puissants d'Europe, changeant radicalement le visage architectural de villes situées à des milliers de kilomètres de la ville éternelle. Le langage visuel créé par Giovanni Battista Piranesi s'est avéré si puissant qu'il a franchi les frontières de l'art pour devenir un instrument de haute politique. Ces gravures, imprégnées du pathos de la grandeur impériale et de l'éternité, se sont transformées en une sorte de manifeste pour les monarques rêvant de créer leurs propres villes éternelles. Piranesi ne représentait pas simplement Rome, il construisait une image idéale de la puissance étatique, lourde, indestructible et écrasante par son échelle. Ce code esthétique a été instantanément décrypté par les dirigeants les plus ambitieux d'Europe, qui ont vu dans ces feuilles dramatiques en noir et blanc des plans tout faits pour leurs empires. Napoléon Bonaparte, obsédé par l'idée de faire renaître la gloire romaine, était l'un des admirateurs les plus passionnés de l'œuvre du maître.
Pour l'empereur français, les gravures de Piranesi ne servaient pas seulement de décoration d'intérieur, mais de confirmation visuelle que le pouvoir pouvait être matérialisé dans la pierre de manière à survivre aux millénaires. Cependant, le graphiste italien a laissé une trace encore plus profonde et inattendue sur les rives de la Neva. L'impératrice de Russie Catherine II, connue pour son goût raffiné et son désir de donner à la Russie un lustre européen, était sous l'immense impression des travaux de Piranesi. Dans sa correspondance et ses commandes, on perçoit un désir évident de transférer la monumentalité romaine sur le sol marécageux de Saint-Pétersbourg. Le lien entre Piranesi et l'aspect architectural de la capitale du Nord s'est avéré non seulement idéologique, mais direct et immédiat. De nombreux architectes éminents qui ont créé le visage de Saint-Pétersbourg, Giacomo Quarenghi, Charles Cameron, Vassili Badjenov, connaissaient personnellement le maître, entretenaient une correspondance active avec lui ou se trouvaient sous l'influence hypnotique de son architecture de papier. Ce que Piranesi gravait à l'acide sur le cuivre dans son atelier romain était, des années plus tard, coulé dans la fonte et taillé dans le granit sur les quais et les places de Russie. Les chercheurs en architecture notent souvent que dans certains éléments du décor pétersbourgeois, nous ne sommes pas simplement face à une inspiration, mais à une citation directe frisant le plagiat. Si l'on étudie attentivement les grilles des ponts, les lanternes, les ornements des clôtures et le décor des façades des bâtiments de cette époque, on peut découvrir une ressemblance effrayante avec les éléments représentés sur les eaux-fortes de Piranesi. Les lourdes chaînes, les masques de lion, les motifs géométriques spécifiques et la sévérité générale des formes, tout cela a été transféré des gravures à la réalité presque sans changement. En fait, en se promenant aujourd'hui dans le centre historique de Saint-Pétersbourg, nous marchons à l'intérieur des fantasmes matérialisés de Piranesi. La ville, construite au bout du monde, a absorbé l'esprit des ruines antiques et cyclopéennes que l'Italien aimait tant représenter. Les architectes de l'époque de Catherine et de Paul voyaient dans les travaux de Piranesi l'équilibre idéal entre la rigueur classique et l'expressivité émotionnelle. Ils lui empruntaient non seulement des éléments décoratifs, mais aussi la sensation même de l'espace, grandiose, solennelle et un peu sombre. C'est précisément grâce à cette influence que le classicisme russe a acquis cette intonation particulière, héroïque, qui le distingue de ses analogues européens plus légers. Piranesi, qui n'est jamais allé en Russie, est devenu l'un des principaux co-auteurs de son style impérial, prouvant que les idées fixées sur le papier peuvent être plus solides que la pierre. Cependant, parmi toute la variété des formes architecturales que Piranesi a documentées et par là même immortalisées, il y a un édifice qui se tient à part. Il apparaissait dans ses travaux avec une régularité enviable, comme s'il attirait magnétiquement l'attention de l'artiste par son mystère et sa non-conformité aux normes de construction habituelles. Ce bâtiment ne frappe pas seulement par ses dimensions. Il repose sur une fondation qui semble si ancienne et technologiquement parfaite qu'on a l'impression qu'elle existait avant même l'apparition de Rome, survivant aux époques et aux cataclysmes qui ont effacé tout le reste. Parmi la multitude de monuments antiques que Giovanni Battista Piranesi a transférés sur papier avec une précision maniaque, un ouvrage occupe une place particulière, suscitant le plus grand nombre de débats et de doutes dans la chronologie officielle. Il s'agit du mausolée d'Adrien, plus connu des contemporains sous le nom de Château Saint-Ange. Si l'on considère les gravures du maître non comme des fantaisies artistiques, mais comme une documentation technique, alors ce bâtiment apparaît devant nous non pas simplement comme le tombeau d'un empereur, mais comme un bunker indestructible, érigé sur la base de technologies qui semblent impossibles pour le début de notre ère. Piranesi accordait une attention soutenue à cet objet, y revenant encore et encore, comme s'il tentait de percer le secret de sa stabilité inhumaine. L'élément central qui provoque la perplexité est la fondation et la plateforme mégalithique sur laquelle repose la tour cylindrique principale. Sur les gravures, en particulier dans les coupes et les plans, on voit distinctement que la base du mausolée est composée de blocs géants de travertin, une pierre comparable en dureté et en difficulté de traitement au granit. Ces blocs sont ajustés les uns aux autres avec une densité idéale, sans utilisation de mortier,
ce qui est caractéristique de ce qu'on appelle la maçonnerie polygonale, que l'on rencontre dans les ouvrages les plus anciens de la planète. L'échelle de ces dalles est telle que leur poids se compte en dizaines, voire en centaines de tonnes. L'histoire officielle affirme que la construction a eu lieu dans les années 130 de notre ère. Cependant, l'aspect de la base amène à penser que le mausolée a été érigé sur les ruines de quelque chose de bien plus ancien et grandiose, existant bien avant les Césars romains. L'agencement interne de l'ouvrage, immortalisé par Piranesi, frappe également par sa complexité technique. Une attention particulière est attirée par la pièce qui, au Moyen Âge, était utilisée comme salle de justice. L'entrée de celle-ci et les murs eux-mêmes sont faits de blocs massifs, sur la surface desquels l'artiste a soigneusement dessiné des saillies spécifiques. Ces détails techniques, souvent ignorés par les profanes, ont une importance énorme. Ils servaient à saisir et lever les blocs pendant la construction. Cependant, leur présence sur des pierres d'une telle taille implique l'utilisation de puissants mécanismes de levage, de grues ou de manipulateurs, et certainement pas de cordes et d'échafaudage en bois. L'arche au-dessus de l'entrée est renforcée par de puissants supports latéraux, calculés pour la pression colossale de la maçonnerie de pierre située au-dessus, ce qui témoigne d'une compréhension profonde des lois de la résistance des matériaux, dépassant le cadre de l'expérience empirique. L'histoire de l'exploitation du bâtiment ne fait que confirmer ses caractéristiques uniques. Initialement conçu comme tombeau pour la famille impériale, cet objet a survécu à la chute de Rome, se transformant en forteresse imprenable. Au Xe siècle, il est devenu la citadelle de la famille Crescenti, et plus tard, un refuge pour les papes et même une prison. Le fait que l'ouvrage ait résisté à de nombreux sièges, tremblements de terre et remaniements témoigne d'une marge de solidité illimitée. Piranesi, ainsi que son maître Giuseppe Vasi, représentaient ce château sous différents angles, et partout on observe le même tableau. Une ossature puissante, comme coulée d'un seul bloc, qu'il est impossible de détruire avec les armes ordinaires de l'époque. En comparant les gravures du XVIIIe siècle avec l'aspect moderne du château Saint-Ange, les chercheurs arrivent à la conclusion que Piranesi n'exagérait pas. Il a peut-être même minimisé, tentant d'inscrire ce qu'il voyait dans le cadre de compréhension de ses contemporains. L'auteur des gravures a délibérément accentué l'attention sur la partie souterraine de la fondation et les énormes contreforts verticaux, montrant que la partie visible n'est que la pointe de l'iceberg. Les touristes d'aujourd'hui voient le même ouvrage, mais ne remarquent souvent pas les détails que le graveur soulignait si scrupuleusement. La géométrie parfaite des joints et la massivité non naturelle pour l'Antiquité. Ce n'est pas simplement de l'architecture, c'est de la fortification calculée pour résister à des forces dont nous ne pouvons que deviner la puissance. Ainsi, nous nous sommes assurés que les objets représentés sur les eaux-fortes sont absolument réels et existent dans le monde physique. Nous avons compris la technique complexe de la morsure qui permettait à l'artiste d'atteindre un effet de photographie documentaire. Nous avons vu que ces documents confirment la présence de technologies qui ne rentrent pas dans les manuels d'histoire. Mais derrière toute cette précision technique et architecturale se cache quelque chose de plus grand. Piranesi n'était pas un simple copiste de la réalité. Dans son désir persistant, presque obsessionnel, de fixer chaque pierre et chaque fissure, transparaît un message précis. La question principale qui se pose maintenant à nous est: qu'essayait-il exactement de communiquer à la postérité en laissant ses rapports détaillés sur une civilisation disparue? Giovanni Battista Piranesi n'est pas simplement un artiste talentueux dont la riche imagination donnait naissance à des rêves architecturaux bizarres. Cette définition, commode pour la science académique, tombe en poussière dès qu'on confronte ses travaux à la réalité. Nous avons devant nous un documentariste scrupuleux, un chroniqueur impartial d'une époque révolue, qui était peut-être l'un des derniers témoins conscients de la grandeur d'une civilisation pratiquement effacée de la surface de la Terre. Ces gravures servent de seul pont fiable au-dessus du gouffre du temps, nous reliant à un monde que nous avons perdu, ou, ce qui est plus effrayant encore, délibérément oublié. Chaque ligne sur ces eaux-fortes, gravée par l'acide dans le métal, est une tentative désespérée de préserver la mémoire de technologies et d'échelles qui semblent aujourd'hui relever de la science-fiction.
Le maître lui-même aimait répéter une phrase énigmatique. « Je fais parler les pierres ». Et si l'on écoute attentivement cette langue de pierre, elle raconte une histoire radicalement différente des lignes apaisantes des manuels scolaires. Ce récit ne parle pas d'un progrès graduel du primitif vers le complexe, mais d'une catastrophe globale, du très haut niveau de l'art de l'ingénierie des anciens et de la fragilité du monde, même s'il est construit en granit et en marbre. Piranesi n'inventait pas les ruines pour faire une belle image, il les ressuscitait, fixant leur état prémortel, ne leur permettant pas de disparaître définitivement dans le néant sous des couches de terre de plusieurs mètres et une urbanisation ultérieure. Ces travaux sont un défi visuel audacieux lancé au temps et à notre autosatisfaction moderne. Ils servent de reproche muet, rappelant que notre civilisation, avec ses accomplissements, n'est peut-être qu'une pâle ombre de ce qui existait sur cette planète il y a des millénaires. Aujourd'hui, alors que les véritables monuments antiques se perdent parmi les enseignes aux néons criardes, les panneaux publicitaires et l'agitation touristique incessante, les vues de Rome restent un étalon de vérité. Elles sont la preuve matérielle que l'histoire aurait pu se dérouler selon un tout autre scénario, de manière cyclique, à travers des ascensions d'une puissance incroyable et des chutes dans des âges sombres dont on a simplement oublié de nous parler. Traiter ces travaux comme une fiction artistique signifie fermer délibérément les yeux sur des détails qui dérangent, sur les rez-de-chaussée ensevelis, sur la maçonnerie polygonale impossible à reproduire, sur la divergence flagrante entre la taille humaine et les ouvertures de portes géantes. Piranesi nous enseigne la compétence principale du chercheur. Ne pas croire aveuglément les autorités et les interprétations officielles approuvées, mais regarder le monde les yeux grands ouverts. Il nous appelle à prêter attention aux détails, aux traits et aux incohérences qui cachent souvent les secrets les plus grandioses de notre passé. Ces gravures ne sont pas simplement de l'art, ce sont des clés pour comprendre qui nous sommes vraiment et quel héritage nous foulons aux pieds. Si vous êtes prêt à continuer de poser des questions qui dérangent, à chercher des réponses qui ne sont pas acceptées dans le milieu académique, et si vous vous intéressez aux véritables énigmes de l'histoire, et non à leur version simplifiée, alors cette enquête n'est que le début du chemin. Au-delà des plateformes accessibles au public, reste une énorme couche d'informations, d'images d'archives rares et de versions audacieuses qui font la lumière sur le tableau réel des événements et aident à rassembler le puzzle historique. Dans un canal privé spécial, nous publions justement ce genre de matériaux, ce dont on ne parle pas à voix haute. Rejoignez la communauté de ceux qui partagent ces idées, partagez votre opinion et souvenez-vous, la vérité est souvent cachée non pas dans les mots, mais dans les pierres, qui savent parler si l'on trouve la bonne approche avec elles.